Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Sex O'Clock. Alors vous le savez maintenant, de temps en temps on a la chance d'avoir une autrice ou un auteur, mais on n'a pas encore eu d'auteur, pour nous parler de son dernier livre. Et cette fois-ci, eh bien, j'ai choisi d'inviter Maud Serpin parce qu'elle a écrit un livre très intéressant sur un sujet qui est assez peu visité en fait dans la littérature sexologique. Il y a des études de temps en temps, mais quand même pas très fouillées. Et on le comprend quand on lit Fantasme au féminin, qui est paru à la Musardine. On le comprend tout simplement parce que ça se prête mal finalement à des études scientifiques. On est à chaque fois dans quelque chose de très personnel, très individuel. Donc refaire des statistiques derrière, c'est effectivement compliqué. Ça explique que les scientifiques, je ne dis pas se désintéressent complètement des fantasmes, évidemment. D'ailleurs, en sexologie, on s'en sert beaucoup. Mais en tout cas, qu'il y ait peu de livres là-dessus. Donc celui-ci était particulièrement intéressant. Alors avant de plonger dedans, Maud Serpin, en 2 mots, pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Fantasme au féminin ? Bonjour Damien, merci de me recevoir dans ton podcast. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que c'est l'aboutissement d'un chemin, puisque j'ai co-créé un podcast qui s'appelle Le Verrou, qui est actuellement en sommeil. Je l'ai créé en 2017 parce que j'ai toujours été intéressée par ce thème des imaginaires, à me demander finalement pourquoi nos fantasmes, d'où est-ce qu'ils viennent, par rapport à ce qui nous est montré, ce que la culture nous dit comme étant érotique. Est-ce que ça correspond vraiment à nos aspirations ? Déjà, le podcast servait à ça, un peu à explorer, entre guillemets, son jardin secret. Le Verrou, c'était un podcast qui racontait des fantasmes ? Le Verrou prenait en fait des lectures de textes qu'on avait choisies de manière totalement subjective, juste parce que les textes nous plaisaient. Mmh. Et il visait à contrebalancer le monde visuel dans lequel on est, en donnant accès à d'autres imaginaires. Et il y avait déjà pour moi cette idée de élargir finalement le périmètre par rapport à ce qui nous est donné. Sauf que le corpus, il est biaisé de fait, puisque la littérature érotique, elle oriente aussi vers un certain type d'imaginaire. Et là, j'avais envie d'écrire ce livre aussi pour défendre l'idée que un fantasme, ça peut être juste un petit bisou dans le cou. Je caricature, mais c'est l'idée, et de remettre ce mot aussi dans quelque chose de plus simple et plus libre et plus créatif aussi. Oui, on va en parler parce que effectivement, il va falloir non pas donner une définition, mais chacun a un peu son idée du fantasme. Et il y a d'ailleurs cette idée et cette grande question. Alors je la pose tout de suite comme ça. Ceux qui voudront pas écouter jusqu'au bout pourront partir. La grande question, c'est quelle est la différence entre un fantasme ? Est-ce que c'est forcément quelque chose qu'on veut réaliser, ou est-ce que c'est quelque chose qui stimule notre imaginaire érotique, notre excitation ? Comment tu positionnes le fantasme ? Deuxième option. De manière J'ai lu le livre, je le savais. Mais... Deuxième option de manière très... Donc je précise, moi je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sexothérapeute. Dans la vie, je suis coach, je suis animatrice d'ateliers d'intelligence collective, essentiellement en entreprise et avec des entrepreneurs. Et c'est vrai que ce projet, pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse et dont j'ai fait aussi une activité puisque je fais des ateliers pour reconnecter les femmes à leurs fantasmes. Via des propositions créatives, on en retrouve certaines dans le livre. Et pour répondre à ta question, moi, je me suis appuyée sur une définition qui est celle aussi qu'on retrouve en fait dans la littérature scientifique, en tout cas celle que j'ai trouvée, moi, qui est le fantasme, est là pour promouvoir l'excitation et aussi le plaisir de manière très large. Et je suis beaucoup inspirée par la définition d'Esther Perel, dans son livre qui est déjà ancien, L'intelligence érotique. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, où elle dit en substance tout ce qui va contribuer à mon plaisir, tout ce que je vais trouver érotique ressort du fantasme. Donc ça peut être un peu tout. J'ai une définition très large. Même une pensée. Alors si on voit, on est dans la rue, on est dans le tramway, dans le métro, quelqu'un nous fait partir dans une pensée érotique, on est en train de fantasmer. Oui, et ça peut être vraiment une bribe, un fragment, ça peut être pas du tout articulé, très fugace, flou, basé aussi sur une sensation, la vague qui va venir sur ma main, le soleil sur la peau, ça peut partir aussi de la sensorialité, dès l'instant où quelque chose se crée.
Pour moi, fantasmer, si je devais vraiment schématiser, c'est imaginer. On imagine des choses. Alors, tu dis dans le livre qu'effectivement, tout le monde a la capacité à fantasmer. Tu vas pas jusqu'à dire que tout le monde fantasme, parce que tout le monde s'autorise pas à fantasmer, mais tout le monde a la capacité à fantasmer. Tout le monde a la capacité à fantasmer, comme tout le monde a la capacité à imaginer. Après, c'est vrai que au début du livre, je me disais cool, le fantasme, il est gratuit, il est accessible à la majorité d'entre nous. Après, voilà, quelle que soit notre condition physique, mais pas forcément mentale, disons que on le fait dans la tête. Mais c'est vrai que la permission et l'accès aussi au fantasme, qui est un espace de temps à soi, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que il faut avoir le temps. Oui, t'as insisté. Alors, il y a un passage, effectivement, je vais pas perdre du temps à le retrouver, mais il y a un passage où, de mémoire, tu soulignes le fait qu'il faut avoir du temps pour fantasmer. Alors, évidemment, tout de suite, moi, j'ai pensé, non, il suffit, on a toujours du temps, on peut le trouver. Donc, comme je disais, on peut être dans le métro, on peut être à un moment, partir, on peut être au moment, d'ailleurs, je crois que tu le dis, quand on va s'endormir. Enfin, bref, on peut trouver des moments quand même. Pourquoi vraiment il faudrait du temps pour fantasmer? C'est plutôt de la bande passante et de l'espace mental. C'est plutôt ça. Et quand on est en train de, par exemple, de divorcer, qu'on vient de perdre quelqu'un de sa famille, qu'on est en guerre avec son corps, ou qu'on a une maladie mentale, ou qu'on a 3 enfants, c'est pas simple. Oui, alors ça rejoint d'ailleurs beaucoup de travaux, là, pour le coup, sur le désir sexuel, les troubles du désir sexuel, effectivement, en sexologie, où on sait bien qu'il faut une disponibilité, alors on dit toujours une disponibilité mentale, physique, émotionnelle. Il faut pas être à 100% disponible, sinon on n'aurait jamais de désir sexuel. Mais il y a une question de disponibilité pour le fantasme. Mais avant même cette disponibilité, alors sans la nier, hein, t'as fait raison, la charge mentale, le travail, les soucis, les préoccupations, le stress, tout ça peut nous empêcher d'avoir envie ou d'avoir le temps de fantasmer. Et pourtant, tu défends quand même l'idée que quelle que soit la situation, quelle que soit finalement toute cette pression, il faut se ménager un temps pour fantasmer. En tout cas, c'est l'idéal. Il n'y a pas d'injonction, évidemment. Justement, évitons les il faut, parce que ça serait dommage. On n'aime pas les il faut, ouais. Ça serait dommage d'avoir une énième injonction. C'est vraiment surtout ce que je ne veux pas pour le livre, parce qu'on peut très bien se passer du fantasme. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je pense que le prérequis, c'est aussi de s'autoriser. Et la majorité des femmes que j'ai interviewées, parce que le livre, il est quand même aussi beaucoup basé sur à la fois des propositions, des ateliers, mais aussi des rencontres. Comme la définition, on y reviendra sûrement, la définition de fantasme, elle est quand même très codifiée et étroite. Je pense que pour beaucoup de femmes, il n'y a même pas cette idée que peut-être je peux me laisser du temps et de l'espace pour ses pensées, en fait. Ou en tout cas, je les qualifie pas de fantasmes. Je peux les qualifier de rêverie érotique, je peux les qualifier de pensée, mais c'est vrai que ça va pas forcément rejoindre la définition de fantasme aussi large que celle que je mobilise. D'ailleurs, tu soulignes aussi cette idée que au début des entretiens que tu as menés, certaines qui avaient accepté te disaient mais je sais pas ce que je veux dire parce que je fantasme pas. Exactement. Et elles avaient globalement tendance à dévaloriser leurs imaginaires érotiques. Comment ça se passait d'ailleurs, un entretien sur les fantasmes érotiques? Super bien. Au début, il y avait une petite retenue et à la fin, pour le coup, alors même que pour moi c'était un travail pour recueillir du matériel pour le livre, je crois que toutes les personnes ont passé un très bon moment, que ça leur a fait du bien. On passait d'un certain inconfort et puis de je sais pas ce que je vais te raconter à in fine un sourire, c'était cool, merci, ça fait du bien. Parce que finalement, en 1 heure, 1 heure et demie, on va sur des sujets intimes. Moi, j'essaie d'être aussi exclusivement dans l'écoute, évidemment, avec du questionnement, mais très ouvert. Et j'ai une trame d'entretien semi-directif. Donc, en gros, parfois, on allait vraiment à d'autres endroits que là où j'avais prévu d'aller, et tant mieux. Et je pense que parler du fantasme, ça fait du bien. Je le vois dans les ateliers, de toute façon, quand les femmes parlent pas forcément du contenu, parce que le contenu, finalement, moi, m'intéresse pas tant que ça. C'est plutôt le processus.
Mais juste de pouvoir parler de ça et de pouvoir parler de son rapport à la sexualité, aux croyances avec lesquelles on a grandi, puisque c'était dans ma trame, et globalement au fait de nourrir ou non son imaginaire, rien que ça, c'est assez jubilatoire. Enfin, il y a un côté libérateur, je crois, d'en parler, de le poser. Et de parler exclusivement de ça, moi je trouve ça chouette. Ça rejoint aussi la position de coach, parce que toi qui es coach, est-ce que c'est pas tentant parfois dans l'entretien d'oublier que c'est pour recueillir un témoignage d'un livre? Est-ce qu'il n'y a pas des envies de coaching qui apparaissent? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai aussi une casquette étude. En fait, quand je travaille, j'aime beaucoup d'abord aller interviewer. J'ai aussi une formation journalistique, donc aller creuser, aller écouter, interviewer la personne, et je peux vraiment le différencier. Enfin, je veille à différencier. D'accord. Alors oui, il y a deux choses dans le recueil. La première, on va aller là-dessus puisque tu me l'as dit. C'est vrai que elles n'ont pas, je dis elles, puisqu'il y a que des femmes qui ont été interrogées. Il n'y a pas de sectarisme. Il y aura peut-être les fantasmes au masculin. Mais en tout cas, là, ce sont des femmes qui ont été interrogées. Elles n'ont pas l'habitude d'en parler parce que les fantasmes, très souvent, on n'en parle pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez sensible. De fait, c'est vrai, mon échantillon qui ne vise pas à être représentatif, il est de fait biaisé puisque, en l'occurrence, j'ai quand même eu des femmes qui étaient prêtes à me parler des fantasmes, même si il y en a une partie qui me disait qu'elle avait rien à dire sur le sujet. J'ai quand même choisi des femmes qui acceptaient de parler de ce sujet. Et c'est vrai que même pour elles, c'était pas évident pour toutes en tout cas. Mmh. Notamment celles qui n'avaient pas une sexualité très active. C'est ce que j'ai pu observer. Alors loin de moi l'idée de faire une corrélation, mais plus la sexualité était active et plus il y avait aussi la confusion entre fantasme et réalisation, parce que beaucoup avaient réalisé leur fantasme. Plus difficile pour des femmes qui avaient une sexualité entre guillemets plus conventionnelle, avec moins d'exploration, quelques partenaires dans leur vie, plus compliqué d'aller explorer les imaginaires. Oui, alors on trouve ça, là aussi je vais pas faire la séparation fantasme-pratique, parce qu'on va en discuter, mais dans les pratiques sexuelles, on voit que plus on a eu d'expériences connues de partenaires, et bien sûr une curiosité érotique, et plus on a une diversité des pratiques dans son couple, et une souplesse, une flexibilité. Mais quand même, attardons-nous un instant sur cette idée que faut pas confondre un fantasme, c'est pas quelque chose que je veux réaliser dans ma vie. Mais oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de dire que, et peut-être d'ailleurs il y a de la culpabilité parfois liée à ça, c'est très différent de vouloir faire. C'est très différent du désir d'ailleurs aussi. Donc je suis frappée, il y a une Instagrammeuse que j'aime bien, que je suis, Léa Grosson, qui expliquait récemment sur son compte que elle fait des fantasmes autour de l'infidélité assez souvent. Et quelqu'un lui avait écrit, elle avait mis une capture d'écran du commentaire, quelqu'un lui disait, écoute, moi je m'autorise pas, enfin je suis gênée parce que voilà, je résume, ça me met dans l'inconfort vis-à-vis de mon couple et c'est vrai que c'est un étonnement, comme si le simple fait de s'autoriser cette pensée-là que tellement de personnes ont, était en dissonance avec des valeurs et comme si quelque part j'avais vraiment envie de le faire, alors que c'est vraiment très très différent. Oui, il y a la pratique, et d'ailleurs même s'autoriser à le penser. Certaines ne veulent pas s'autoriser à le penser, ont l'impression de trahir déjà, d'être déjà infidèle. Oui, comme si c'était vouloir faire. Et effectivement, oui, tu as raison de le signaler. Bon, la pratique, ça va encore plus loin. C'est vrai qu'en anglais, je trouve que on a moins cette confusion. En français, c'est vrai qu'on utilise le même mot et on a tellement l'habitude d'entendre dire j'ai réalisé ce fantasme ou quel fantasme tu aimerais mettre en œuvre, que quelque part, je crois qu'il y a un amalgame entre la pensée très très libre, qui est celle du fantasme, et qui est que dans nos têtes finalement, et la pratique. Et c'est vrai que les tubes, les plateformes contribuent pas à amoindrir cette confusion, au contraire, puisque les fantasmes, ils sont catégorisés, rangés par tag, et ils matchent avec des pratiques. Oui. Ah oui, alors ça c'est un petit paradoxe, parce que c'est vrai que en sexologie par contre on a beaucoup d'études sur la pornographie, évidemment, quelle est l'influence. On a des études parfois positives qui montrent des intérêts, on a des études parfois négatives évidemment qui montrent des inconvénients. Alors toi dans ton livre, je vais dire que tu prends un petit peu parti, je le comprends, parce que finalement c'est même si on va dans ces univers d'exploration pornographique par exemple parce qu'on s'est pas habitué à cette gymnastique de fabriquer soi-même ses fantasmes par exemple, là aussi on va en reparler, ça c'est plutôt le côté bénéfique, mais
tu soulignes quand même le fait que petit à petit, au lieu d'éveiller l'imaginaire érotique, ça le contraint, ça l'enferme, ça l'éteint, ça le restreint. Et parfois, d'ailleurs, je crois que tu cites un témoignage, ou alors je l'ai lu dans une étude, mais en tout cas, de personnes qui ont tendance à vouloir toujours voir la même scène finalement, et retomber même dans cette immense diversité de la pornographie sur une scène clé qui leur plaît, qui les excite. Donc ça n'ouvre pas du tout les fantasmes. Non. J'ai pas forcément envie de prendre parti pour ou contre la pornographie, mais par rapport au thème des fantasmes, c'est sûr que ça répond pas, à mon sens, à l'idée d'enrichir son imaginaire érotique. Voilà, ça vient répondre à d'autres choses. Mais pour ce qui est d'enrichir, choyer ses imaginaires, c'est probablement pas la meilleure façon de procéder. Oui, alors, sur la conception, la fabrication, j'allais dire, du fantasme, tu cites aussi plusieurs méthodes. Alors, je vous recommande pour ça, vraiment, Fantasme au féminin, c'est pas un recueil comme il y en a qui vient de paraître, de fantasmes, même s'il y en a beaucoup qui sont cités, c'est aussi des méthodes, des techniques, des jeux, des idées, pour s'exercer à comprendre que le fantasme, ça peut aussi démarrer sur quelque chose. Oui, effectivement. Et là, c'est plutôt la coach en innovation et en créativité qui parle et qui aime imaginer ce genre de séquence. Je trouve que il y a matière comme pour l'imagination, comme pour une séquence de créativité. En réalité, c'est pas très différent. Évidemment, le sujet est... Personne sait. Moi, je sais pas ce que c'est une séance de créativité. Faut que tu me dises quand même, parce que... une séance de créativité, c'est rendre tout le monde créatif ou créatif à un moment donné. Il y a plein de techniques pour ça. Mais la majorité des gens, en tout cas moi, qui viennent dans les ateliers que j'anime, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas capables de créativité. Et après, on voit qu'avec des simples exercices, bon là je sors du sujet fantasme, mais on peut imaginer, on peut avoir plein d'idées, et on est tous câblés différemment. C'est ça qui est chouette aussi. On va pas partir dans les mêmes directions. Et qu'est-ce qui est différent justement quand tu veux faire de la créativité dans des ateliers fantasmes? Il y a des obstacles qu'il n'y a probablement pas en dehors de la sexualité. C'est le thème. C'est quand même le thème, et l'autorisation, ça reste quand même un sujet tabou. Même moi, quand j'ai publié ce livre sous mon vrai nom professionnel, ce qui était une vraie question par rapport à mon identité pro, je me suis interrogée, et je trouve ça dommage, et je suis contente de l'avoir fait avec ma personne, parce que pour moi, c'est un thème qui n'est absolument pas tabou, et qui est plutôt nécessaire quand on s'intéresse à la sexualité et au fait d'avoir un bien-être sexuel, un épanouissement sexuel. Mais même ces mots-là peuvent être un peu gênants dans une conversation. Parfois, quand je dis que j'ai écrit un livre sur les fantasmes, il y a un blanc. Oui, alors je comprends. Ayant écrit La revanche du clitoris avec Maya, quand on demande le titre du livre, il y a parfois comment je dois réagir face à ça. Les gens sont un petit peu perdus. C'est vrai que ça surprend déjà. Ça surprend. Et est-ce que du coup, derrière, effectivement, cette gênance, comme diraient mes filles, est-ce que ça embraye derrière? Mais alors, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ou est-ce qu'au contraire, les gens ont un petit peu peur ou sont un peu impressionnés? Ça dépend des interlocuteurs, on va dire, mais globalement, il y a quand même un intérêt pour la chose. Et puis après, quand j'explique mon propos, que je vais aussi inscrire les fantasmes, il y a un petit côté essai au début dans le livre, dans les inscrire dans un contexte socio-culturel donné, et expliquer aussi que une partie de mon travail, c'était montrer que les fantasmes, ils ne nous appartenaient pas, au fond. Ils venaient d'une culture qui nous a dit à un moment, ça c'est érotique, ça l'est pas. Qu'on était quand même largement conditionné par la représentation culturelle, notamment médiatique. Ça les intéresse aussi, parce qu'il y a un côté plutôt sujet de société qui est moins intime, mais qui est plus un enjeu de société et de culture, de se dire oui, tiens, c'est vrai, si je réfléchis aux dernières représentations de l'érotisme que j'ai vues, là ça permet une distance, une mise à distance. Si on réfléchit soi-même sur dans un film, dans une série, dans un livre, c'est quoi la dernière représentation à laquelle j'étais confrontée, tout de suite,
on peut s'interroger, et beaucoup de gens aiment aussi s'interroger sur ce type de sujet. Oui, parce qu'on voit à la fois ce que ça peut provoquer en nous, et on voit à la fois ce que, effectivement, ce bain socioculturel nous dit des rapports de genre, des rapports de domination, des rapports de l'érotisme féminin par rapport à l'érotisme masculin qui est quand même largement absent du champ médiatique. T'en parles aussi. Vivement le prochain livre sur fantasme masculin. Oui, je pense que beaucoup d'hommes ne trouvent pas leur compte non plus dans les représentations Exactement. dominantes. Ils n'ont pas la place pour leur fantasme qui serait différent du fantasme véhiculé. C'est vrai que c'est pensé pour eux, mais je pense qu'il y en a une partie qui se retrouve pas du tout, évidemment. Ouais. Et puis la réaction qu'on peut avoir, parce que c'est vrai aussi, et tu le soulignes dans le livre, c'est compliqué parce que alors nous en sexologie on parle surtout des normes, effectivement, des normes internalisées. Voilà, c'est quoi un rapport sexuel réussi? Alors évidemment tu parles des scripts sexuels des sociologues américains, Gagnon et l'autre m'échappe. Simon. Merci. Donc évidemment que on se rend pas compte à quel point on internalise des normes, de comment ça doit se passer, et d'un seul coup avoir quelqu'un qui nous dit, alors peut-être dans les ateliers créatifs, je vais te réinterroger là-dessus, mais qui nous dit c'est pas forcément comme ça que ça doit se passer, c'est vous qui devez décider. Et attention, vous pensez parfois décider alors que simplement vous ne faites que reproduire quelque chose qu'on vous a dit. C'est quand même pas si simple de découvrir son propre territoire érotique. Ben non, parce qu'il peut y avoir de toute façon, in fine, je pense qu'on peut pas faire la part entre l'influence du script et nos véritables envies. Mais bon, après, ça reviendrait philosophiquement à se demander qu'à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que c'est moi qui décide ou il y a plein d'autres conditionnements. Donc de fait, de toute façon, c'est une question qui s'applique dans plein d'autres champs. Alors on l'a sur les fantasmes réalisés cette fois, parce que sur les pratiques sexuelles, on a un témoin qui est le plaisir et l'excitation. À partir du moment où on n'a pas vraiment de plaisir ou pas vraiment d'excitation, même pas d'excitation ou de plaisir par rapport au plaisir de son ou sa partenaire ou ses partenaires, là il y a quand même un problème. Mais c'est vrai que pour les fantasmes non réalisés, là on n'a pas d'indicateur. Est-ce que c'est mon fantasme? C'est le fantasme qu'on m'a implanté depuis tout petit? Tu soulignes d'ailleurs que les contes de fées, il n'y a pas que la publicité, il y a aussi les contes de fées qui n'y sont pas pour rien, même si aujourd'hui on essaie, les grands fabricants de dessins animés essaient de modifier ça. On a quand même beaucoup de choses qui sont internalisées, mais ensuite, pour reprendre l'exemple classique en sexologie d'une femme qui aimerait la soumission, est-ce que j'aime la soumission ou est-ce que on m'a dit que j'aimais la soumission? Comment savoir? Et on m'a fait aimer la soumission. Ou alors est-ce qu'on m'a fait aimer par la pratique, puisqu'il y a quand même aussi un apprentissage, une boucle qui peut se créer. Exactement. Moi déjà, je trouve que si on s'interroge là-dessus, déjà c'est un premier pas. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? J'en sais rien en fait. Mais déjà, en prendre conscience. Dans un des ateliers que je fais, on va partir de textes avec des scripts vraiment patriarcaux. Par exemple, il y a un texte de Rob Grillet de 1965 qui est... Tu l'as mis dans le livre d'ailleurs, je crois, non? Ouais, j'ai mis cet extrait-là. Ouais. Et déjà, prendre conscience que ça, c'est un texte avec du male gaze. Et on peut l'apprécier. Male gaze, pour les auditeurs, c'est quoi? Male gaze, pour le coup, c'est... Alors, si je résume... Oui. En gros. Je vais reprendre. Le male gaze, si je résume, c'est une expérience qui passe avant tout par la pulsion scopique. Donc, le fait de regarder et qui va mettre à la femme beaucoup plus comme objet de désir que comme sujet de désir, même complètement, disons-le, comme objet de désir. Donc un plan dans un film où on a les chevilles, les fesses, les seins, c'est du male gaze. En revanche, dans Portrait de la jeune fille en feu, quand on a un ressenti de l'expérience des deux personnes, on voit qu'elles ont envie de se rapprocher, on peut faire corps presque avec leur ressenti intime et avec leur intériorité. Là, on n'est pas dans une perspective inversée, female gaze, simplement dans une autre perspective, une autre façon de montrer quelque chose. Et on peut avoir de female gaze dans l'érotisme sur des scènes très directes, très crues. C'est simplement un changement dans la façon de regarder. Tu cites d'ailleurs un passage à l'écriture aussi assez intéressant que je connaissais pas, où on décrit l'acte sexuel sans dire, tout est mélangé, quoi. Voilà, on sait pas qui parle. Ça dit c'est ceci, c'est cela, c'est des gémissements, c'est de l'humidité, je me souviens plus ce qu'il y a exactement dans le texte, mais l'autrice, c'est une autrice, a choisi de décrire la scène. Je me souviens plus qui c'est, mais c'est Anne Vassivière. Voilà, a choisi de décrire la scène sans qu'on sache
qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, enfin tout est mélangé. Exactement. Moi, j'ai aussi choisi ce texte parce qu'il il va à l'encontre de l'agisme. Enfin, il montre des corps assez âgés, voire même, oui, disons-le, seniors, âgés, qui prennent du plaisir. Et effectivement, on ne sait plus qui est qui. Il y a les chairs avec leurs couleurs, leurs imperfections, leurs dissonances, qui vont se rencontrer. Et c'est poétique. C'est un très beau texte. Oui, alors là aussi, d'ailleurs, oui, c'est vrai que si on regarde ce qui nous est donné à imaginer d'érotique, on a très peu de place pour les corps imparfaits, pour alors l'obésité, pour que sais-je, tout ce qui serait d'ailleurs, oui, effectivement, les seniors, voilà, on n'a pas de place pour ça, comme si ça ne pouvait pas être érotique ou érotisé, et ça laisse un petit peu quand même les gens, les seniors notamment, un petit peu démunis face à ça. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un impensé dans le fantasme, et de toutes les représentations autour desquelles on a grandi. Moi, j'ai été très touchée par un témoignage de G, la lettre, dans mon livre, qui disait que elle fantasmait sur des corps jeunes et beaux, et que comme elle se voyait vieillir, elle a 47 ans au moment où j'ai recueilli le témoignage, elle se voyait vieillir ainsi que son compagnon. Elle disait, mais mince, en fait, moi, quand je fantasme, j'imagine vraiment des corps, et là, je vais devoir m'adapter. Comment je fais ? Comment je fais ? Et je trouve que c'est un témoignage touchant, parce que effectivement, il y a peut-être une dissonance entre la réalité, l'imperfection, et ce qu'on peut imaginer de très parfait dans nos fantasmes. Oui, et d'ailleurs, tu soulignes le fait que quand on s'en sert, c'est plutôt pour les stigmatiser, ou enfin voilà, on peut parfois avoir une personne handicapée ou des choses comme ça, mais ça va pas être dans le sens c'est érotique, oui, toucher la personne, la peau est érotique, et il n'y a pas besoin que ça soit une peau de 20 ans ou de 15 ans, puisqu'on sait aussi que dans la publicité, on descend dans les âges pour rendre les choses érotiques. Là, il y a quand même un gros travail à faire qui sera compliqué. Oui, après, heureusement, il y a des séries comme Sex Education, où il y a une très jolie scène avec un des personnages, Isaac, qui est en fauteuil roulant, et qui va avoir un début de, voilà, une scène d'amour et de sensualité avec un personnage féminin, là, dont j'ai oublié le prénom. Et c'est très chouette, et ça montre, je trouve que ça ouvre, cette série, elle a quand même ouvert un certain nombre de représentations, enfin en tout cas d'accès à des représentations qui sont pas dans la culture dominante, même si c'est une série Netflix, donc c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai que c'est toujours tentant de vouloir, j'allais dire, le stéréotype, hein, voilà, de l'érotisme en noir et blanc. Je pense à la publicité évidemment, puisque je trouve que c'est un des premiers bains dans lesquels on est, où on érotise en tout cas fortement les corps féminins, enfin certains corps féminins évidemment, mais là où tu vas beaucoup plus loin dans le livre, dans Fantasme au féminin, je rappelle que c'est à la Musardine, l'éditeur, j'allais dire l'éditrice, puisque je connais effectivement... Oui. Là où tu vas beaucoup plus loin, c'est que ça n'est pas tant le fantasme et le contenu au sens de ce qui se passe dans le fantasme, que ce qui est sous-jacent, ce qui est derrière, pourquoi enfin, qu'est-ce qui est excitant d'ailleurs dans le fantasme, au sens de qu'est-ce que ça anime en vous, parce que la même scène, par exemple, hein, imaginons que je décrive, ou qu'une femme décrive son fantasme et que tu décrives le tien, et que ça soit la même scène qui se déroule, ce qui serait déjà peu probable, mais en tout cas la même scène. Vous n'aurez pourtant pas la même lecture de la scène, parce que les choses importantes pour vous, les choses excitantes, ne seront pas forcément les mêmes. Exactement. Et c'est pour ça que dans les ateliers, j'ai développé un petit outil que j'appelle la Fantasmap. Fantasme tout à fait. Et map, qui est une... Il y en a une dans le livre. Il y en a une dans le livre. Je sais pas si on va la voir, mais il y en a une dans le livre. Qui est une cartographie des fantasmes. Alors, non pas du tout, il en existe sur Internet qui recensent, qui le font par kink, par pratique, oui, par, on va dire, préférence sexuelle, et qui montrent la diversité des préférences sexuelles. Et là, en fait, ce que je trouvais plus intéressant, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le contenu m'intéressait pas tant que ça. Il m'intéresse pas d'ailleurs. C'est l'intention, ce qu'on va y chercher, notre besoin. Je donne l'exemple du plan à 3, qui est quand même un fantasme, alors corrélé à une pratique, mais très répandu. Finalement, on peut l'imaginer dans tous les territoires de cette carte.
voilà, dans le territoire qui va être celui de la connexion, l'intimité, on va probablement imaginer avec des personnes qu'on connaît, des amis, des proches, son partenaire et son meilleur ami, je sais pas, ou sa meilleure amie par exemple. Dans le territoire de l'aventure et l'inattendu, on va peut-être imaginer une soirée qui dérape ou quelque chose qui se passe dans un lieu qu'on ne connaissait pas, et ainsi de suite. Pour cela, d'ailleurs, je me suis appuyée sur un questionnaire qui existe en ligne autour des fantasmes sexuels, qui est pas du tout un quiz un peu rigolo que je mobilise dans l'ouvrage, et je me suis beaucoup appuyée aussi sur l'ouvrage du sexologue Justin Lehmiller, oui, que tu connais, pour bâtir cette cartographie, cette fantasmap. Tu peux nous dire ces grands univers qui sont à la base ou qui sont sous-jacents au fantasme, en tout cas tels que définis. Oui, tout à fait. Donc aventure inattendue, on est dans le fantasme qui va jouer sur l'insolite, je repense à mes verbatims, c'est ça devait pas arriver, ça arrive quand même, la surprise. Connexion et intimité, c'est un territoire qui va être sur la personne. Je fantasme sur moi, en l'occurrence, je fantasmais sur Guy de Maupassant. J'aurais eu très envie de le rencontrer quand j'étais petite. Ça, c'est Sciences Po, hein. Excuse-moi, mais c'est un peu Sciences Po, ça, fantasmer sur Maupassant. J'avais 13-14 ans. Ouais, je trouvais que la personne était intéressante. Je sais pas si je fantasmais, mais j'avais envie de le rencontrer. J'étais un peu amoureuse, on va dire. Voilà, comme j'étais amoureuse de Franz Liszt. Bon. Passons. Et donc connexion et intimité, on peut fantasmer sur une star, on peut fantasmer sur quelqu'un qu'on connaît, ses partenaires, mais ça va être vraiment la personne qui est au centre. Ensuite, sensorialité, sensualité, c'est une de mes interviewées qui me dit j'aime l'odeur de la mer, ça me donne envie de faire l'amour. Donc on va rentrer par la sensation, l'ambiance, une certaine idée de l'esthétisme aussi. C'est beau, j'aime les belles choses et ça me donne ça vient m'amener des pensées qui sont érotiques. Identité et exploration, on est dans le corps comme terrain de jeu, le genre, l'orientation sexuelle, voilà, si je me travestis, je me déguise. Là, je parle en pratique, mais évidemment, c'est dans les fantasmes. Voilà, j'imagine que je regarde, j'imagine qu'on me regarde, j'imagine que je me sens hétérosexuelle, mais j'imagine que j'ai une aventure avec une autre femme, par exemple. Donc, ça va être plein de variations autour de l'identité, d'exploration, de son genre, de son orientation sexuelle, de son corps. Aussi, voilà, j'imagine qu'on regarde une certaine partie de mon corps, les pieds, fétichisme des pieds, on va être là-dedans aussi. Contrôle et abandon, c'est peut-être un des plus classiques et qui, on va dire, serait le plus proche de la catégorie de pratique BDSM pour le coup, mais c'était difficile de le mettre ailleurs et de pas le formaliser c'est difficile de pas le formuler comme ça. Contrôle et abandon va être bien sûr sur des jeux de pouvoir, des échanges de pouvoir. Alors qui peuvent être très très différents, hein, puisque là, dans le livre, on a la plaine du dirty talk, donc fantasmer sur du dirty talk. On peut aussi fantasmer sur la colline des cordes. Alors oui, moi j'utilise plaine, colline, montagne dans les ateliers pour montrer la récurrence ou l'intensité. Est-ce que c'est un fantasme qui est un peu un maybe? Peut-être que ça me plaît, mais j'y vais pas trop. Montagne, c'est un fantasme très fort. Voilà, qui revient souvent, que j'aime beaucoup. Voilà, donc là, on a les jeux de rôle, tout ce qui va être le jeu de rôle autour, jeu de rôle DS, dans Contrôle et Abandon, par exemple, mais ça peut être aussi simplement les yeux bandés. Donc Contrôle et Abandon, ce que j'aime bien montrer, c'est que dans ce territoire, on a toute une gamme de fantasmes qui sont très très différents, même si on peut dire ouais, c'est BDSM. Oui, mais comme on n'est pas dans la pratique, ça peut être juste un ordre, un mot. Voilà, qui va me mettre dans un rapport dans un jeu de pouvoir. Rien que ça. Et peut-être que rien que ce mot, je vais jouer avec en imagination et à me plaire. Bon, en pratique, je pense pas que un mot, ça ne suffit pas généralement. Alors, alors un ordre, le simple fait de dire, si votre partenaire vous dit retourne-toi, ça peut
évoquer, chez certains ça va être fonctionnel, bon, ok, je me retourne, mais, ou pas, mais chez d'autres ça peut être le fait d'avoir dit retourne-toi, on a donné un ordre et si c'est un activateur, ça peut déclencher. Encore une fois, je ne m'aventurerai pas sur le territoire de la pratique, vraiment sur un autre livre. Je ne pense pas, non, très très éloigné. Moi, j'ai écrit ce livre aussi parce que les fantasmes, c'est quelque chose qui je le dis dans l'intro, hein, ça me parle, c'est comme ça aussi que je fonctionne moi. Et le dernier territoire, transgression et interdit, là, difficile de donner des exemples parce que c'est très relatif à la culture. Ça peut être imaginer qu'on fait l'amour dans sa chambre d'enfant, ça peut être imaginer qu'on a un rapport tarifé. Et pour certaines personnes, le sexe anal, le fantasme de sexe anal, il va être dans la transgression. Pour d'autres, ça va être ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc c'est vrai qu'en atelier, on explore tout ça. Et j'invite les participantes à faire leur fantasmap du moment, parce qu'elle peut évoluer. Oui, tu soulignes le fait que c'est pas à vie, c'est pas heureusement c'est pas décidé immuable, gravé dans le marbre. Non. Et ça n'a rien de, on le rappelle aussi, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un fantasme, voire un fantasme qu'on veut réaliser, que pour autant c'est consentement automatique, obligatoire. Le consentement, c'est évidemment quelque chose qui est dans le moment, qui est renouvelé, qui est continu, qui est enthousiaste. Voilà, ça, soyons clairs sur, en tout cas dans la partie réalisation des fantasmes. Mais Absolument. alors, quel est l'intérêt finalement pour les participantes aux ateliers de savoir, de découvrir peut-être parfois que ça n'est pas tant l'acte lui-même qui les fait fantasmer que quelque chose qui est de l'ordre, par exemple, de la transgression ou un autre univers. Qu'est-ce qu'elles en font de ça ? Je pense que si ensuite tu veux nourrir tes imaginaires, je pense qu'un des prérequis, c'est quand même se connaître. C'est un peu faire un état des lieux, un audit, pour reprendre un mot horriblement corporate. Une sorte de... Ça aurait moins marché, l'audit érotique. Audit érotique, diagnostic fantasmatique. Dans mon diagnostic, ça, on est aussi dans le médical, dans le registre du médical. Non, mais blague à part, c'est de se dire, déjà, je fais la part des choses entre ce qui me plaît vraiment et peut-être ce qu'on m'a imposé, parce qu'il y a un certain nombre d'interviewés qui m'ont dit je me suis laissé entraîner dans les dires de mon partenaire. Donc je pense que ça permet déjà quand même une meilleure connaissance. Et ensuite on peut se dire finalement j'ai une interviewée qui m'a dit ça, voilà, j'ai ce fantasme de fessée, mais je me suis rendu compte que en essayant de me l'approprier parce que la personne le portait pas très bien, elle avait du mal à l'assumer, c'était en dissonance avec certaines de ses valeurs. En tricotant un peu et en regardant ce qu'il y a autour, un peu comme une carte heuristique, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme territoire champ à explorer? Et donc, après, en l'occurrence, la personne, elle s'est rendue compte qu'elle était plutôt dans des fantasmes où ce qui était important pour elle, c'était que le plaisir, son plaisir à elle, soit remis à son partenaire dans son fantasme. Voilà, donc avec une logique plutôt de déni d'orgasme, jouer avec tout ça, et que finalement, en partant de la fessée, ça l'avait emmené là. Et c'est vrai que le livre, il donne pour chacun de ces territoires des propositions pour s'amuser à aller un peu voir ailleurs. Et donc je pense que la fantasmap, elle a la vertu de pouvoir se situer et se dire, tiens, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'invite les participantes aussi à dessiner ces continents un peu de manière proportionnelle à leur visite au sein de ces territoires, une taille. Et donc, peut-être que j'ai envie d'aller un peu voir Aventure inattendue si je le convoque pas trop, si c'est pas un univers sur lequel je vais beaucoup. À l'inverse, peut-être que Transgression et interdit, il est immense et j'ai envie de continuer à aller là-dedans. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une sorte de petite boussole. Est-ce que là aussi grande question, mais est-ce que ça se partage une fantasmap? Est-ce que ça doit, tu vas enlever le doigt évidemment, mais excusez-nous, se partager? Alors, un de mes projets, c'est justement, je suis en train de commencer à prototyper ça, c'est d'imaginer quelque chose qui puisse se vivre à deux ou plus, en tout cas dans la relation. Parce que je pense que le fantasme, il est pas du tout égoïste, il vise aussi à être mieux avec l'autre. Et à l'heure de l'IA, où on est quand même enfermé dans des cocons numériques, où on veut nous enfermer dans des cocons numériques, je trouve ça hyper important de revenir au
au vrai rapport. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je le pense profondément. Et pour moi, si on est au clair aussi avec... Au clair, c'est un grand mot, mais si on est à l'aise avec son jardin, qu'on vient l'entretenir, le cultiver un peu, on est quand même en capacité de parler de ses besoins. Et là, on va être en capacité quand même de dire « Ouais, ça, pourquoi pas ? Ça, j'ai envie d'en parler avec toi. Ou tiens, ce fantasme, est-ce qu'on peut pas raconter une histoire ensemble autour de ce fantasme ? Qui est le mien ? Tiens, et le tien, ça serait quoi ? Tiens, est-ce qu'on peut co-construire ? Et ainsi de suite. » Et j'aimerais bien travailler avec des couples ou des gens en relation sur la fantasmap. Donc, je suis en train d'imaginer un outil qui va un peu plus loin et qui est la fantasmap pour les personnes en relation. Parce que je pense que ça peut être un outil de discussion. Mais je fais des tests en ce moment. Voilà. C'est des versions bêta. Version bêta du prototype, ouais. Mais alors, c'est vrai qu'on a... moi, avec les patientes en sexo, je leur rappelle souvent que, premièrement, on ne choisit pas ce qui nous excite, on choisit ce qu'on fait. Et là aussi, je rappelle que la responsabilité, c'est dans les actes, c'est pas dans les pensées. Mais quand on fait quelque chose, par contre, on est responsable. Mais en tout cas, on choisit pas ce qui nous excite et on peut évidemment choisir de le regarder en face ou de pas le regarder. On peut choisir ou pas de le partager, mais ça dépend, et là tu le dis aussi dans le livre, ça dépend du partenaire avec qui on est. Évidemment, il faut un partenaire bienveillant, ouvert, qui est dans l'écoute active et qui, j'allais dire en tout cas, suffisamment mature pour ne pas prendre pour lui les refus, pour ne pas confondre un fantasme qui nous fait planer, partir, mais qu'on n'a pas du tout envie de réaliser. Mais on peut quand même l'évoquer lors d'un acte sexuel ou avant ou après, par les mots, par exemple, ou par simplement un geste, ou simplement dire « et s'il y avait quelqu'un là dans la pièce, voilà, et si, imagine que... » voilà, le partenaire utilise rarement ce potentiel. Donc, finalement, se découvrir quand on est en confiance, est-ce que c'est si risqué ? Moi, j'aime bien déjà se dire que le dévoilement, il n'est pas obligatoire. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir le dire. Et d'ailleurs, dans la fantasmap, parfois, j'invite à dire, regardez aussi où est-ce que vous pouvez partager ou pas. Et donc, quand on va plus loin dans ces séquences, là, il n'est pas dans le livre, mais on peut dessiner, entourer des zones. On peut aussi mettre des zones de vulnérabilité. Oui. Là, je sens que c'est un peu touchy. Mais t'as raison. En tout cas, les sexothérapeutes que j'ai interviewés m'ont toutes dit il faut qu'il y ait des feux verts. C'est-à-dire que si la relation va pas bien, si la sexualité n'est pas bonne... Oui, j'ai vu Claire Alquier qui insiste beaucoup à nouveau sur le consentement et sur l'état de la relation. L'état de la relation. On travaille pas ça quand on est en train de résoudre des grosses difficultés. Voilà, il faut d'abord pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Elle prenait l'exemple, Claire, dans l'entretien, mais je l'ai pas remis, je la cite de mémoire parce que c'est pas un verbatim dans le livre, mais elle me dit, voilà, si il y a quelqu'un qui arrive et qui met une paire de menottes sur le lit comme ça, ça va pas. Déjà, ça a pas été préparé. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut, la personne, en fait? Qu'est-ce qu'elle cherche quand elle amène la menotte, la paire de menottes? C'est quoi? C'est une exigence? C'est une proposition? C'est une invitation? On n'y va pas comme ça. Oui, là aussi, d'où l'intérêt de connaître quand même un minimum la fantasmap de l'autre, en tout cas les univers qui lui conviennent, ceux, comme tu dis, qui sont touchy et ceux qui sont, pour le coup, zone rouge, quoi. Oui, et moi je crois aussi qu'on peut, sans parler de la réalisation, j'aime bien ouvrir un territoire de co-construction qui va plutôt passer sur comment nos imaginaires travaillent ensemble, entre guillemets, comment nos imaginaires s'enchevêtrent, s'intriquent et qu'est-ce qu'on peut en faire dans le dialogue, dans peut-être la construction de scripts à deux. Enfin, il y a plein de moyens de s'amuser, à mon sens, sans passer à la réalisation. Mais voilà, co-construire un territoire commun, une fantasmap ensemble. Oui, alors là aussi, dans le livre, dans Fantasme au féminin, il n'y a pas que la fantasmap, il y a d'autres types d'exercices et de jeux que tu proposes, donc très créatifs, effectivement, qui sont des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour discuter ensemble ou développer soi-même tout seul son érotisme et éventuellement le partager avec l'autre. Donc il y a énormément de choses. J'avais quand même une question par rapport aux ateliers. Est-ce que ce sont forcément des ateliers en non-mixité ou est-ce que parfois il peut y avoir des ateliers en mixité? Pour le moment, j'ai fait que en non-mixité, sauf la semaine dernière à Marseille où j'ai fait avec des hommes. Alors et c'était différent puisqu'on a travaillé sur le remix de textes. Quand j'ai cité Rob Grillet tout à l'heure, j'ai pas expliqué complètement la séquence qui, en fait, tu pars je te donne un texte à trous. Je t'explique que, in fine, le texte, c'est vraiment un texte avec un male gaze.
Et d'ailleurs, c'est ok de l'aimer, simplement en prendre conscience. Et je t'invite à toi remplir avec tes mots pour aller dans une autre direction, pour prendre plutôt la direction du female gaze. Donc d'abord, tu reçois le texte très aéré. Probablement à peu près, il reste que 20% des mots de Rob Grillet, et donc à toi d'imaginer quelque chose. Deuxième round, tu reçois le texte, il y a à peu près 50% des mots qui ont été enlevés. Donc là, tu vois, comme disent les participants, on commence à sentir vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener, mince. Ouais. Et c'est presque une lutte qui s'engage avec le texte pour justement, comment, quand je vois certains trucs, quand je vois par exemple sa hanche, je cite de mémoire, ample et souple, où là on voit qu'il y a déjà de l'objectivation. Comment je fais pour sortir de là? Donc c'est un peu une lutte avec le texte. Les hommes qui étaient présents, pour eux, c'était un peu plus compliqué, là où les femmes disaient ah bah oui, on voit tout de suite où ils nous emmènent, et là c'est pas facile. Les hommes, on voyait que là ceux qui étaient présents avaient moins conscience de ce male gaze. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant de le faire en mixité, et probablement que c'est un plus gros challenge parce que c'est pas la même ambiance qu'entre femmes, mais je pense que c'est intéressant parce qu'après je pense qu'ils se sont repartis en disant ok, maintenant je vois ce que c'est le male gaze, je vois ce texte, je vois aussi comment on peut prendre un pas de côté et essayer d'écrire, le remixer différemment. Ok, donc oui, ça, je pense une vertu. Oui, puis les pratiques, encore une fois, sont très personnelles au sens de l'interprétation qu'on y met. Je me souviens quand on avait, je vais pas citer tous les livres qu'on a fait avec Maya, mais quand on avait fait Peut-on être romantique en levrette, les gens répondaient spontanément à la question, évidemment que oui, ou alors évidemment que non. Donc, sous-entendu, chacun y met ce qu'il veut, quoi. Et la levrette, qui pour certains va être quelque chose de soumission à l'homme, par exemple, pour d'autres, ça va être au contraire, et puis tout dépend qui le demande aussi. Voilà. Donc il y a tellement de paramètres qui interviennent que ça rejoint un des gros, pour moi, une des grosses révolutions de ce livre, c'est de se décaler du fantasme et de l'acte lui-même. Il y a quand même des actes qui sont décrits, bien sûr, mais toujours avec l'idée de comment moi je le perçois, je l'interprète, je le ressens, quelle intention j'ai là-dedans, que je mets là-dedans dans un geste. Et là aussi, ça rejoint cette idée qu'on peut fantasmer en voyant le geste de quelqu'un qui n'est pas du tout érotique. Enfin, je dis n'importe quoi, mais j'allais dire un boulanger qui fait du pain, on peut trouver ça érotique, mais quelqu'un qui fait un geste qui paraît complètement anodin peut nous enflammer. Moi, je défends aussi l'idée d'un fantasme qui est pas spectaculaire. On retrouve quand même dans la littérature érotique, que je connais bien, des scènes qui sont très différentes de ce qu'on va pas retrouver dans son quotidien, pour la majorité des gens, on va dire. Et on va aller chercher un peu l'insolite, la scène d'orgie, qu'on peut faire en vrai, mais c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Bon, tandis que dans les pages d'un livre, c'est plus simple. Et c'est vrai qu'il y a une surreprésentation de la transgression, de fantasmes qui sont un peu waouh. Et moi, j'aime bien défendre l'idée du fantasme tout simple. Même, je me souviens d'un de mes premiers ateliers, là, en 2022, j'avais donné à lire un texte, pas de littérature érotique, mais un texte vraiment d'étreinte d'un couple. Et il y avait une femme qui m'avait dit, mais on peut fantasmer l'amour, on peut fantasmer juste un rapport là qui était pénétratif en l'occurrence, et je m'étais dit ouais, c'est fou de se dire que finalement ça c'est pas vraiment considéré comme un fantasme. Donc je reviens à mon idée de petit bisou dans le cou qui peut faire un peu gnangnan comme ça, mais c'est un fantasme, et juste il va pas être beaucoup montré. Parce qu'il est probablement pas très intéressant pour vendre, pour attirer l'attention, mais voilà, juste la tendresse. Oui, c'est ce qui a d'ailleurs été longtemps la défense du porno, tous ceux qui en produisaient, de dire, évidemment, mais c'est beaucoup plus spectaculaire de montrer une éjaculation que de montrer un orgasme féminin. Alors, depuis, il y a eu des progrès, et il y a eu d'ailleurs certains sites qui s'étaient spécialisés simplement, par exemple, dans le visage des femmes qui ont des orgasmes pour montrer la montée du plaisir, le plaisir, et donc on se décalait un petit peu, mais on a longtemps et souvent considéré qu'effectivement, c'était beaucoup moins spectaculaire chez la femme que chez l'homme. Je parle de l'orgasme, évidemment, je parle pas de tout ce qu'il y a avant, où là, on met plutôt la femme en avant. Oui, et c'est vrai que moi, par ailleurs, en plus, je décorrèle le fantasme, dans la définition qui est donnée du fantasme, dans la littérature scientifique, on a 3 moments, pendant le rapport, pendant la masturbation, et puis tout ce qui va être de l'ordre de la rêverie érotique. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, dans le livre, dire
qu'on investit surtout ce troisième territoire, quoi, qui est pas forcément parce qu'il n'y a pas de visée. Enfin, c'est pas, pardonne-moi le mot, utilitariste. Enfin, on cherche pas l'atteinte de l'orgasme. On cherche pas non plus vraiment une excitation. C'est encore autre chose. C'est plus se livrer à des images qui vont être plaisantes, agréables, qui vont me donner du plaisir. Elles vont pas forcément être excitantes. Elles vont pas forcément susciter du désir et elles vont pas forcément être un support pour atteindre l'orgasme. Encore, finalement, ça va être d'autres fantasmes. Et moi, j'aime bien m'intéresser à ces fantasmes-là qui sont, hors masturbation, en rapport. Ils existent. Et c'est vrai que, en tant que femme, réapproprions-les nous, cultivons-les, choyons-les, sans injonction. Est-ce que aujourd'hui, justement, tu parlais de la littérature érotique, et de la nécessité effectivement de créer une tension et d'avoir des situations un petit peu originales, un petit peu particulières, est-ce que tu considères malgré tout qu'on peut trouver une littérature érotique qui est plus, alors je vais pas dire plus féminine, sinon on va retomber dans quelque chose de genré, en tout cas qui est moins performative et moins spectaculaire? Oui, toute la littérature érotique qui va s'intéresser au ressenti de la personne et qui va conscientiser l'expérience vécue. Il y en a plein. Je pense là spontanément à Chloé Safi, qui écrit sur des thèmes BDSM. Dans son livre À fleur de chair, qui est édité aussi à la Musardine, c'est très cru. Alors on aime, on n'aime pas, ça nous parle pas. C'est pas la question là. C'est que on fait corps avec l'expérience de la narratrice. On comprend ce qu'elle ressent. Il y a aussi une réflexion sur ce qu'elle traverse, son rapport à ce partenaire qui va l'emmener dans ce monde BDSM qu'elle connaît déjà. Et ça, je trouve que ça change la perspective du texte. D'ailleurs, dans Le Verrou, avec ma co-créatrice, on s'est rendu compte que spontanément, on allait vers des textes où il y avait du female gaze de fait, mais c'était intuitif. Et je voulais aussi rajouter que dès l'instant où tu vas peut-être sortir de représentations dominantes pour mettre des corps différents, plus âgés, comme le texte d'Anne Vassivière, où tu vas aussi jouer avec le consentement, tout ça, alors la littérature queer que je connais mal, mais je sais que pour le coup c'est beaucoup plus déjà inventé, parce que de fait ça s'adresse à des personnes qui trouvaient pas leur compte dans les représentations dominantes et qui ont dû déconstruire et inventer des propres imaginaires. C'est vrai que dans le livre, moi je parle en tant que femme hétérosexuelle et cisgenre, et voilà, c'était pour moi important de rester entre guillemets dans ce que je connais. Et voilà, ça va être aussi une autre phase pour moi d'aller plonger dans la littérature queer, de voir comment les imaginaires sont représentés, qu'est-ce qu'il y a comme réinvention. Mais bon, pour ce livre, je trouvais ça déjà intéressant de rester dans le mainstream, les imaginaires classiques, pour des femmes qui ne s'y retrouvent pas ou simplement qui ont peut-être envie de voir d'autres choses. Oui, c'est très large. Les témoignages vont effectivement pour regarder l'expression, du bisou dans le cou jusque du BDSM, effectivement très très hard. Tu cites d'ailleurs Camille Sorel. Je me souviens dans un de ses livres d'une scène de lavement où elle décrit par A plus B comment ça se passe, mais aussi ce qu'elle ressent. Encore une fois, dans sa tête, c'est pas seulement l'acte, c'est pas un guide pratique, c'est pas un tuto, c'est qu'est-ce que je ressens dans ma tête et pourquoi cette préparation a quelque chose d'important et de particulier. Ça n'est pas la visée pratique, c'est vraiment, bien sûr il y a ça, mais il y a surtout qu'est-ce que ça invoque et qu'est-ce que ça déclenche dans mon cerveau. Donc on voit bien là la largeur à travers les témoignages et ce que tu décris du fantasme, en tout cas du fantasme au féminin. Oui. Alors j'ai une question cruciale aussi, parce que quand même c'est évoqué, et t'en parlais à l'instant, il y a eu la question du consentement. On voit quand même dériver dans la littérature maintenant avec la dark romance, tu cites là aussi cette fois-ci Camille Emmanuel, on voit bien qu'on donne maintenant à lire et à penser et à imaginer, à érotiser des situations qui sont clairement pas dans l'ordre du consentement, qui sont dans l'ordre de la violence, parfois du viol. C'était déjà le cas dans 50 nuances de gris, d'ailleurs, il y avait des scènes qui correspondaient à du viol et absolument pas du BDSM consensuel. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ça? Est-ce que dans ton échantillon, il y avait des jeunes femmes et est-ce que tu crains cette évolution?
C'est un peu la théorie d'Umberto Eco, hein, tu sais, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, par rapport au progressisme, je trouve qu'on a avancé. Puis là, pour plein de raisons, on a un retour en arrière, on a un backlash qui est assez fort. Qui s'explique par plein de raisons dues à l'époque, à la géopolitique, à la politique, etc. Et c'est vrai que je vois, enfin, on voit tous et toutes qu'il y a des imaginaires traditionnels qui reviennent. On prend les pubs aux États-Unis, on revoit des femmes blondes avec des gros seins, des jeans. Enfin voilà, c'est un imaginaire qui revient, l'imaginaire des années 60 qui revient, l'imaginaire des années 90 qui revient. Pas forcément avec les meilleures choses du monde pour le coup. Et là, je parle pas du domaine érotique, mais je pense aussi que quand on voit, je pense à des études aussi sur les compagnons IA qui étaient créés par des jeunes Américains. On était sur des IA femmes avec des énormes seins et on voit que dans certains domaines, on retombe entre guillemets sur des stéréotypes de genre déjà outranciers et puis sur des stéréotypes très très classiques. Et comme l'IA ne nous aide pas à être dans la nuance, mais qui est plutôt une grosse moyenne de tous, ça peut être un peu inquiétant pour la suite. Par rapport à ta question et mon échantillon, alors moi malheureusement j'ai pas réussi. J'avais pas vocation à être exhaustive dans mon échantillon, mais il se trouve que je n'ai pas eu accès à des personnes très jeunes. J'avais aussi une temporalité pour écrire ce livre. Et voilà, j'ai eu des femmes de 23 à 72 ans. Et donc malheureusement, un de mes regrets, c'est justement de pas pu avoir interrogé des jeunes femmes, pour le coup queer, bisexuelles, hétérosexuelles, dans ce livre. Donc j'ai des points d'interrogation parce que j'aimerais bien leur poser plein de questions si j'avais des jeunes filles, des jeunes femmes. Voilà. Ça sera pour dans 10 ans quand on refera un autre livre et cette fois-ci comment évoluer les nouvelles générations. Oui, mais il y a un livre que je dois lire, j'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais sur la sexualité des 18-25 ans. Oui, Bergstrom, qui vient de paraître, la sexualité à venir, ou je sais plus, enfin le titre du livre, basé sur l'enquête contexte des sexualités en France. Oui. Exactement. Oui. Mais il y a beaucoup de statistiques, je suis pas sûr, je l'ai pas lu, donc je vais pas m'avancer trop. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de statistiques, je sais pas s'il y a beaucoup de témoignages. C'est toujours le problème des enquêtes sociologiques en sexualité, malgré toutes les précautions qu'ils prennent, et malgré tout l'intérêt qu'elles ont, parce que là aussi, certains sexologues ne lisent pas les enquêtes faites par des sociologues, ils ont bien tort à mon avis, mais c'est vrai que là, on rentre quand même dans ce que tu as fait, d'ailleurs, dans l'intimité de quelqu'un, ça implique d'abord d'avoir une confiance qui s'est établie, de prendre énormément de temps, et d'avoir une méthode. Ah oui, moi je suis résolument du côté de l'enquête qualitative, même si les deux vont ensemble. Mais pour répondre à ta question sur mon échantillon, j'ai pas senti moi de shift dans les imaginaires. Soit les imaginaires ils étaient très stéréotypés, soit ils pouvaient justement pour des femmes qui avaient une conscience féministe forte, avaient remis en question ça, étaient allées vers d'autres choses, notamment une qui disait voilà, les fantasmes de soumission je les ai plus. Là les fantasme, ça va être plus avec qui je relationne, comment le lien, quoi. En gros, qu'est-ce qu'on va construire avec la personne avec qui j'ai envie de relationner. C'était ça, je trouvais intéressant le changement. Une qui disait aussi, maintenant j'aime les fantasmes de violence, j'aimais pas du tout avant, maintenant j'aime. Bon, non, c'est avant tout Camille Emmanuel qui m'a parlé de la dark romance et de la romantisation. Des VSS. Est-ce qu'il y a de la sexualisation des VSS? Je suis sûre qu'il y a. Enfin. Je suis pas allée chercher, mais je pense, hélas. Rappelons que effectivement, on peut fantasmer ce qu'on veut. Il n'y a pas de barrage moral, de jugement. On peut être féministe et fantasmer des choses de soumission. Tout est autorisé dans le fantasme. Tout est autorisé. Alors c'est vrai que il y a quand même un angle mort. D'ailleurs, peut-être tu vas répondre à cette question, Damien. Moi, j'avais quand même envie de savoir. C'est moi qui pose la question, mais les sexothérapeutes, sexologues, je suis allée voir, ont des critères pour, on va dire, préciser quand le fantasme fait mal. Donc en gros, si je restitue bien, tu vas me dire c'est correct. La rigidité du scénario, voilà, c'est toujours la même chose. La fréquence, on a du mal à pour le coup à atteindre du plaisir, atteindre l'orgasme en dehors de ce scénario. Et puis la souffrance qu'on peut ressentir. En gros, j'ai l'impression qu'il y avait ces trois critères qui revenaient. Mais c'est vrai que
qu'est-ce qui se passe et là, c'est vraiment une question de toi à moi, mais qu'est-ce qui se passe si je fantasme de temps en temps et ça me met quand même mal à l'aise, mettons... je prends un exemple, je fantasme un rapport avec un jeune homme de 15 ans. Moi, j'ai pas eu la réponse. J'avais quand même envie de dire, mais si ça nous arrive une fois ou deux, j'imagine que c'est pas grave, mais quand même, non. À quel moment c'est inquiétant à comme symptôme? À quel moment, même quand on n'atteint pas les 3 critères, est-ce que si ça s'installe dans la fantasmatique, oui, moi j'aime à penser que tout est ok, que c'est 100% légal, c'est dans ta tête, mais et qu'il y a bien ces 3 critères comme une grille, mais l'entre-deux, la zone grise. Oui, alors c'est quoi? C'est vrai ça que m'intéresse. oui, c'est vrai que les sexologues mettent jamais clairement la limite, inévitablement. C'est dur. C'est très difficile de savoir à quel moment ça devient gênant. Et c'est pour ça que le critère crucial dans toutes les définitions en sexo, c'est effectivement la souffrance ressentie par la personne. Donc, si la personne n'en souffre pas, à la limite, on est ultra tolérant sur l'utilisation du fantasme, même transgressif. Si la personne en souffre, là, on met en place effectivement des protocoles pour essayer de modifier le fantasme, c'est-à-dire qu'on l'atténue, on trouve, là, pour prendre un exemple bateau, un personnage de jeune acteur qui fait fantasmer, on va le faire vieillir progressivement, c'est la même personne, mais qui commence à vieillir un petit peu, et on n'est pas obligé, comme DiCaprio ou d'autres, de changer parce qu'elle a dépassé l'âge de 20 ans, évidemment. Oui, d'accord. Voilà, on peut. Mais voilà, on va nuancer et modifier un petit peu, mais on va pas évidemment interdire le fantasme. On sait très bien, et en thérapie ACT, on a ça en tête, que plus on interdit quelque chose, et plus ça devient puissant et fort. Donc, il vaut mieux le domestiquer, cet animal et cette petite bête qui est en nous. Et c'est très important. Effectivement, faut pas minimiser ce travail sur le fantasme parce que on peut avoir, par exemple, des patients, pour garder l'exemple de la pédophilie, des patients, je dis des patients, mais il y a des patientes aussi. Très bon livre d'ailleurs, Prédatrice, qui, je ne sais plus l'auteur, mais sur une femme qui est cette fois-ci pédophile. C'est un roman, mais ça décrit bien les mécanismes. Et en tout cas, si on les aide pas, si on les aide pas à aménager, à domestiquer leur fantasme, eh bien, effectivement, il grossit, il prend de la puissance. Et on a toujours évidemment cette crainte du passage à l'acte. On ne juge pas les pensées. J'ai bien dit, on choisit pas ce qui nous excite. J'allais presque dire, on ne choisit pas ce qu'on fantasme, même si je le dis pas parce qu'on voit bien qu'il y a un caractère très actif dans fantasmer. Mais on ne condamne pas les fantasmes, non. Donc je retiens l'indicateur numéro 1, ça reste la souffrance finalement dans la grille des 3 critères. C'est la souffrance, avec cette difficulté dans les couples, mais plutôt pour d'autres troubles, qui est quand ça fait souffrir autrui, c'est-à-dire si ça fait souffrir le partenaire ou la partenaire. Mais ça rejoint, on va pas tout spoiler, de toute façon. Vous lirez Fantasme au féminin, La Musardine, de Maud Serpin, mais c'est vrai que tout ce qui se trouve dans le livre, c'est aussi des ouvertures, des portes, des fenêtres, pour réfléchir sur sa propre sensualité, sexualité, érotisme, ce qu'on veut en faire avec sa ou ses partenaires. Et c'est pour ça que j'étais ravi de t'avoir, Maud, parce que franchement, c'est un très bel ouvrage que je recommande à tout le monde. Et je pense que, encore une fois, en attendant Fantasme au masculin, je l'ai dit 3 fois, donc j'espère que le message est passé. En attendant, c'est vraiment ça va être précieux, je pense, pour les femmes, pour les hommes, pour tous ceux qui se définissent d'un autre genre, puisqu'ils sont pas oubliés dans le livre, et aussi pour les couples, ou les troubles, ou les orgies. Oui, pour tout le monde. L'idée c'était que ça parle aux femmes et à toutes les autres personnes. Merci Maud. Merci Damien.